Ça fait 75 ans qu'on existe. En fait, on fait déjà du produit sur ce produit-là. Même si c'est pas du tout du digital, la manière dont on fait évoluer l'expérience, enfin, on part des feedbacks clients, on identifie les pains, on fait des études quali. Enfin, il y avait vraiment déjà cette culture-là de base. Donc, en fait, quand c'est déjà insufflé dans le produit physique et le produit parent, si tu veux, c'est plus facile, je trouve, de l'insuffler dans les, on va dire, dans les équipes, enfin, entre guillemets, support. Parce que quelque part, le digital n'est qu'un support à cette expérience-là. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Product Leader Story. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un client historique d'Upvisory, à savoir le Club Med. Caroline Amina, merci d'être présente et d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous dirigez toutes deux les activités digitales du Club Med sur des périmètres bien différents. Vous allez nous expliquer tout ça. Caroline, je crois que tu démarres. Tu veux bien te présenter ? Bonjour Martin, merci pour l'invitation. On est ravis de participer à ce nouvel épisode. Du coup, je suis Caroline Launois. J'ai rejoint Club Med il y a 10 ans sur des sujets CRM et fidélité qui étaient mon background finalement précédent. J'ai fait 8 ans de CRM et de fidélité dans une autre société par le passé. Je suis restée 5 ans chez Club Med sur ces sujets CRM et par opportunité, j'ai eu la chance de basculer sur les produits digitaux en commençant par la refonte de notre système de téléphonie pour nos agences et nos contact centers. Et maintenant, depuis 2 ans et demi, j'ai en charge l'ensemble des écosystèmes de vente pour nos forces commerciales, donc internes, qui sont dans nos agences et nos contact centers, pour nos partenaires qui distribuent la marque Club Med et pour les forces commerciales qui vendent tous les séminaires pour les groupes. Et du coup, ça va être des écosystèmes digitaux très variés, des solutions sur étagère, des solutions SaaS avec CRM, Microsoft Dynamics, Salesforce, Nice inContact pour la téléphonie, mais aussi des solutions développées in-house comme notre moteur de réservation ou la plateforme pour nos partenaires. Chouette, bienvenue. Bonjour Martin et merci également pour l'accueil et pour cette opportunité. Donc moi je suis Amina Chaban, j'ai commencé ma carrière dans le conseil, j'ai fait 6 ans dans le conseil avant d'arriver au Club Med en 2017, d'abord sur un job de PO, puis j'ai évolué vers des fonctions de head-off, toujours sur des produits digitaux, plutôt côté vente, call center et travel agent au démarrage, et depuis maintenant, pareil, 2 ans et demi, j'ai la charge d'un scope applicatif qui s'étend de l'expérience client digitale, donc vraiment nos applications, nos sites qui s'adressent à nos clients individuels finaux, mais également tout ce qui est toutes les solutions qu'on met à disposition de nos employés dans les resorts pour qu'ils opèrent la magie de l'expérience Club Med. Donc voilà, et dans tout ce scope applicatif, j'ai du projet, j'ai du produit, j'ai du SaaS, j'ai du homemade comme la direction de Caroline. Mais j'ai également la responsabilité aussi de 2 pôles d'expertise. Le premier, c'est CRO et Analytics, qui est au service, bien sûr, des produits, projets dans mon équipe, mais également des autres équipes, dont celle de Caroline, mais ils interviennent aussi en conseil auprès de toute équipe au Club Med qui aurait besoin de cette expertise. Et c'est pareil exactement pour le pôle design. Donc l'UX, l'UI m'est rattaché, mais ils interviennent en expertise pour plusieurs équipes. Ok, chouette, un peu de transversalité aussi. Du coup, vous avez des scopes très différents. Un scope plutôt B2C de ton côté, un scope plutôt B2B2C de ton côté. Caroline, vous me corrigez si je dis des bêtises. Du coup, derrière, est-ce que vous avez les mêmes ambitions, missions vis-à-vis de vos produits et de votre scope de produits qui est riche et varié, vous l'expliquez, et de vos équipes, ou est-ce que c'est assez différent? Voilà, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a un objectif, une mission globale, Digital Club Med,
Ou est-ce que après vous scopez et vous vous dites voilà, j'ai un objectif auprès de ma cible qui est particulier? Je dirais qu'au niveau Club Med, au niveau de la direction à laquelle on appartient, le rôle du digital, il va être globalement le même. Après, on se l'approprie au regard des populations auxquelles on s'adresse. Enfin, si on doit schématiser, globalement, c'est améliorer l'expérience client et améliorer l'expérience collaborateur. Donc, c'est comment le digital va venir s'intégrer dans tout ça à travers les applicatifs clients pour Amina et moi à travers les applicatifs qu'on met entre les mains de nos forces commerciales. Donc, Ok. Et suivant la cible, est-ce qu'il y a des particularités à prendre en compte sur ces produits-là? Ça va être un de nos sujets phares, je pense, à savoir est-ce qu'on traite du B2C comme du B2B ou B2B2C là-dessus ou pas forcément, et au contraire, il vaut mieux aussi insérer des pratiques communes, une manière d'opérer commune sur du produit? Je dirais qu'en B2C, tu as davantage d'accès à de la donnée, enfin beaucoup de volume de données, beaucoup de volume sur les parcours, en analytics et même de manière générale. Tu vas commencer par ça, quoi. Tu vas commencer par et puis tu vas pouvoir aussi de manière quali un peu explorer certains aspects par des tests utilisateurs ou en interrogeant directement tes clients. Là où je dirais que sur les produits B2B, quels qu'ils soient, quand tu as accès direct à l'employé, enfin du coup à l'employé Club Med, je pense que l'approche elle est plutôt tournée sur les interviews. nous, elle est très tournée sur l'utilisateur final. En fait, c'est une des chances que l'on a, c'est d'avoir accès à nos utilisateurs finaux directement. Donc c'est une chance, c'est aussi une difficulté auquel on doit faire face, puisqu'il faut arriver à capter la bonne information, à en garder ce qu'il faut garder pour essayer de construire quelque chose qui soit assez homogène pour l'ensemble de nos marchés. Mais c'est pour ça qu'on peut avoir des approches un peu différentes. Et vous évoquiez des typologies de produits différents avec des produits plutôt, on va dire, sur étagère ou éditeur, ou en tout cas des technologies éditeurs sur lesquelles vous basez, et du from scratch. Je crois que c'est le cas pour toutes les deux, mais vous me corrigez là aussi. Est-ce que vous avez une manière pareille d'adresser ces produits qui est différente ou pas du tout, une manière de les faire évoluer qui est différente ou similaire? Moi, j'ai vu un vrai changement dans les équipes sur cette partie-là. Quand c'est du from scratch, on est vraiment sur une démarche de discovery, interview, entretien, quali-quanti. J'interroge, je comprends les problèmes, je vais identifier les solutions et je travaille avec les équipes d'Amina Design pour finalement construire ce à quoi ressemblera mon produit. Sur la partie SaaS, on est parti d'un mode un peu plus projet quand on les a mis en place chez Club Med, où on avait un cahier des charges, il fallait dérouler, il fallait migrer marché par marché, enrichir d'un scope de fonctionnalité. Ça, je dirais que c'était le passé. Aujourd'hui, on est davantage dans une démarche plus produit, on est plus tourné vers l'utilisateur parce que ces outils SaaS, en fait, ils nous permettent de faire des choses, ils nous permettent de penser différemment en fonction des parcours et des besoins de nos utilisateurs. Et du coup, on s'est un peu affranchi de ce côté outil sur étagère, fonctionnalité, pour être plus dans une démarche produit qui va apporter de la valeur à l'utilisateur. Et vous arrivez à gérer efficacement les contraintes, parce que chez ces types d'éditeurs, il y a des contraintes de déploiement, de mise à jour. Parfois, on est sur des matières un peu plus hybrides, comme tu le disais. Ça a pas mal évolué parce qu'en effet, si je prends l'exemple de Dynamics, on est parti sur quelque chose qui était assez fermé en termes de possibilités, qui du coup, pour Club Med, qui avait des besoins spécifiques, on est parti sur de la custo assez poussée sur certaines briques de l'outil, là où finalement on se rend compte que cet outil il nous offre quand même des possibilités en termes de développement, du UX, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles les équipes d'Amina ont pu nous aider, parce que c'est pas des sujets forcément sur lesquels ils nous aidaient par le passé, et en fait on se rend compte qu'on a plein de possibilités à travers ces plateformes, donc ça nous a permis aussi d'engager différemment les évolutions sur ces produits. Moi, j'ai un prisme peut-être un petit peu différent, qui est qu'en plus, je suis dans une phase, notamment côté resort, donc sur les outils qui nous permettent d'opérer nos resorts. On est, on va dire, au démarrage d'une nouvelle phase de transformation majeure, où se pose la question sur chacune des briques qu'on a. Est-ce qu'on développe tout nous-mêmes, ou est-ce qu'on achète make or buy? Le make or buy, la question s'est posée assez récemment, et après, de manière assez classique, comme, je réinvente pas la roue, mais
quand c'est notre cœur de métier, quand on sait que, on sait que là, c'est là qu'on va aller apporter de la valeur, et qu'en plus, il n'y a aucune solution sur le marché qui nous correspond tout à fait, on make. Enfin, il n'y a pas de sujet, on développe, et comme disait Caro, quelque part, quand le produit, c'est à nous de le développer from scratch, c'est à nous d'écrire un peu l'histoire de, même si en fait, par exemple, je prends un produit comme la PMS, Property Management System, donc tous les hôteliers ont un Property Management System. Il se trouve que nous, on n'a pas trouvé sur le marché de solution qui nous correspond à 100%, donc on a décidé nous-mêmes d'investir. C'est à nous d'écrire c'est quoi la Property Management System pour le Club Med. Donc on est dans une approche, je dirais, full produit, là où par exemple, le Club Med, comme vous le savez peut-être, il y a notre offre all-inclusive, mais qui est derrière, qu'on complète derrière par certaines activités. Vous pouvez en complément vous acheter une excursion, prendre un spa, etc. Donc on a des centres de services, vous pouvez venir faire des achats, vous pouvez venir aussi à la boutique, vous acheter des t-shirts 45. Là, typiquement, on parle d'outils de vente sur du retail. On va pas, nous, Club Med, on n'a pas forcément vocation à réinventer la roue et à écrire notre. Et donc là, on est plutôt dans stratégie de buy, c'est de manière assez classique. Et surtout, je pense que l'outil va aussi nous aider à peut-être modifier nos processus. Donc là, on est plutôt sur un mode projet où les métiers nous donnent leurs besoins. On travaille énormément avec les éditeurs pour savoir un peu aujourd'hui dans le retail, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Et là, j'ai plutôt des chefs de projet qui doivent réconcilier le monde, réconcilier les deux mondes, plutôt que d'imaginer de partir, de dessiner par eux-mêmes ce que devrait être le retail, le Club Med. Excellent. Aujourd'hui, le produit, ça fait un moment que c'est en place et il y a aussi, et c'est pas un mal, une approche projet. Comment les deux vivent ensemble? Comment vous jugez aujourd'hui le niveau de maturité de l'entreprise là-dessus, les évolutions qui ont été accomplies? Est-ce qu'il y a encore du chemin là-dessus? Est-ce que vous dites, OK, on peut encore améliorer nos pratiques sur un certain nombre de points? Comment vous voyez les choses là-dessus? On peut toujours s'améliorer, il y a toujours des axes de développement, ça, il y a pas de sujet, mais je pense je pense qu'au Club Med, on a des super bonnes bases. La première, c'est que, quand on sort, nous, là, on parle de produits digitaux, mais on est au service d'un produit qui est le produit Club Med. De base, le digital, c'est pas le digital en soi, c'est au service le Club Med existait avant le digital et c'est notre produit, en fait, c'est le produit, c'est le Club Med, c'est, toute l'expérience du Club Med et en fait, quand on regarde, dont c'est conçu, dont le truc est en train d'évoluer, pas le truc, dont en fait, l'expérience au Club Med et le produit évoluent depuis toujours, depuis, ça fait 75 ans qu'on existe. En fait, on fait déjà du produit sur ce produit-là, même si c'est pas du tout du digital. La manière dont on fait évoluer l'expérience, on part des feedbacks clients, on identifie les pains, on fait des études quali. Il y avait vraiment déjà cette culture-là de base. Donc en fait, quand c'est déjà insufflé dans le produit physique et le produit parent, si tu veux, c'est plus facile, je trouve, de l'insuffler dans les équipes, entre guillemets support, parce que quelque part le digital n'est qu'un support à cette expérience-là. Et quelque chose qui transparaît vraiment au Club Med, c'est qu'on a la culture du feedback client. Je veux dire, les formulaires, les enquêtes de satisfaction après séjour qui partent pour te demander d'évaluer ton expérience sur tous les aspects, ça existe depuis toujours, c'est hyper rempli et surtout c'est un peu le pouls du Club Med. Tout le monde attend ça avec impatience chaque semaine. Ça fait partie des premières choses qui ont été mises en place, je crois, avec le Club Med. Ouais. On a un taux de réponse entre 35 et 40%, ce qui après un séjour dans l'hôtellerie. Et un taux énorme. Et voilà, 40 questions, donc ça prend 10 minutes. Donc on sent, il y a déjà cet attachement des clients à la marque, à nous donner leur feedback. Et nous, comme le disait Amina, c'est une attente interne d'avoir tous ces feedbacks qui nourrissent finalement les réflexions qu'on peut avoir sur l'évolution du produit physique. Ouais. Donc, en fait, pour moi, ça fait partie de la culture d'entreprise d'ainterroger les clients, mais même sur, très tôt, tu parles de design, tu lances un projet, un produit, tu parles de design thinking, etc. Et du coup, tu avais déjà ça, qui mine de rien, un socle assez intéressant dans la culture d'entreprise. Après, c'est pas parce que tu fais ça que tu fais du produit. Et je trouve que ces dernières années, ça a été de se dire, la professionnalisation, elle s'est plutôt faite sur comment est-ce que j'interroge les clients, comment est-ce que je les fais revenir à la source du problème, plutôt que, d'être plutôt un proactif, leur demander leurs avis sur des solutions déjà existantes. Plutôt, la culture était là, mais je dirais qu'on s'est vachement fortifié et personnalisé sur la manière de le faire, comment tu conduis des interviews, qu'est-ce que tu vas chercher comme problème, tous ces frameworks là qu'on a mis en place ces dernières années. Donc je dirais qu'on est plutôt bien avancé, mais que comme tout, il y a encore on peut toujours s'améliorer.
Je vois, enfin en tout cas sur ma partie, je vois un vrai switch depuis 2-3 ans en fait. Où ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a été pas mal insufflé par nos équipes, je trouve. Mais parce que c'est aussi un sujet dont on entend beaucoup parler, le product management, et il y a eu beaucoup de curiosité de nos équipes sur les pratiques qui se mettaient en place. Et elles ont quand même insufflé pas mal de choses dans ce changement d'état d'esprit, dans cette façon d'être focus utilisateur dans un premier temps, comme le disait Amina, savoir driver les entretiens, bien identifier les pain points, en tirer toute la consistance nécessaire à la construction d'un produit, là où avant, enfin par le passé, on a beaucoup été dans une relation client-fournisseur en fait. Les marchés nous faisaient les demandes, on prenait, on exécutait, et il n'y avait pas forcément beaucoup de remise en question sur les choix qui nous étaient soumis. Là, le schéma, il est complètement inverse en fait. On est plutôt driver de l'évolution de nos produits, mais parce qu'on a auprès des marchés, parce que on a une meilleure approche, on sait comment s'adresser à eux, et aussi qu'on a il y a aussi un meilleur partage de leur part sur leurs enjeux business, et c'est une expertise aussi qui se crée dans nos équipes de savoir y répondre, mais pas d'arriver directement avec un truc sur étagère. Bon bah vas-y, fais ta liste et on verra comment on peut y répondre. Ça c'est chouette, hein. Il y a deux aspects importants que vous évoquez. Le premier, c'est la culture produit, et quand la culture de l'entreprise initiale, même avant que le digital soit né, aide à la user centricity, aide à ces sujets-là, c'est sûr que c'est un driver et que ça encourage. Et le deuxième aspect, c'est vrai que souvent, historiquement, il y a des relations client-fournisseur entre le métier, le business et les équipes produits. Et on voit que les entreprises gagnent en maturité quand justement il y a cette interaction, il y a ce challenge mutuel et il y a plus de partage et plus de collaboration. Donc ça, c'est vraiment chouette. Si on parle maintenant des impacts des produits et peut-être de la digitalisation du Club Med, parce qu'on disait le Club Med est né avant le numérique. Voilà, aujourd'hui, comment vous mesurez les impacts, quels sont peut-être des grands achievements dont vous êtes fiers et vous dites aujourd'hui ça fait vraiment acte de foi et ça démontre la valeur ajoutée qu'on apporte, peut-être pour l'expérience client, peut-être dans les process métiers. Je sais pas, vous allez me dire. Ça dépend en fait, du coup, ça dépend des activités. Je dirais que sur la vente, le digital, en tout cas ces dernières années, a grandement contribué à notre stratégie d'accélération sur la vente directe. Aujourd'hui, on a la particularité et surtout l'avantage d'être distribué majoritairement en direct. On a 73% de nos ventes qui sont faites en direct. Et quand je dis direct, c'est les call centers, mais aussi c'est le site. Et en tout cas, le e-commerce, il y a fortement contribué, puisqu'on est passé, je crois, en 2014, on faisait à peine 5% de nos ventes sur le site. Aujourd'hui, on est proche des 40%. 10 ans après, on est proche des 40%. Après, le digital, enfin, une des difficultés, voilà, tu sors quand tu sors un peu de la partie purement vente, où tu peux, de manière assez précise, regarder l'impact de tel ou tel canal / outil produit, et que ton produit finalement il existe juste pour soutenir l'expérience Club Med physique et que tu es juste sur entre guillemets juste sur de la satisfaction, c'est plus difficile de mesurer l'impact. Bon, du coup, on a nos propres questionnaires parce que en fait, on sait qu'on contribue à la satisfaction générale. On ne saurait pas dire précisément à quelle hauteur, mais du coup, on s'est plutôt retourné. Après avoir essayé de faire des corrélations dans tous les sens qui ne menaient nulle part, on a plutôt décidé d'évaluer, de surfer sur cette vague de nos clients qui adorent nous donner leur avis, pour plutôt évaluer, tu vois, par exemple, évaluer l'application mobile. J'ai des centaines et des centaines de reviews par mois de clients qui m'évaluent l'application mobile sur plusieurs axes. À côté de ça, ils évoluent l'expérience Club Med, la table, le ski, enfin les cours de ski, etc. Mais j'ai aussi mon petit questionnaire qui me permet de leur demander ce qu'ils ont pensé de l'application mobile. Et ça, c'est assez précieux. En plus, à chaque refonte, lancement de nouvelles fonctionnalités, on peut voir les avant-après, comment ça réagit. Et ça, en fait, quand tu es dans une approche produit, c'est isoler ton impact. Ça, je trouve que c'est vital pour t'aider à progresser, parce que si tu ne fais que participer à quelque chose de plus grand et que tu n'arrives pas à isoler là où tu interviens concrètement, c'est moins motivant, moins engageant, ouais. Ok, chouette. Du coup, sur vos scopes respectifs, est-ce qu'il y a des similitudes et est-ce qu'il y a des partages justement de bonnes pratiques? On en parlait. Je crois qu'il y a quelques équipes en transverse, du coup on parlait du design notamment, en tout cas qui travaillent sur le scope entier.
Voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller plus loin ou au contraire il y a des moments où c'est différent et nous expliquer peut-être pourquoi c'est différent quand on s'adresse ou quand on opère sur des produits plutôt à tendance B2B versus des produits à tendance B2C. Voilà, c'est quoi votre vision des choses là-dessus? Je pense qu'il y aura toujours des différences dans la façon dont on adressait le produit, ce qu'on disait tout à l'heure, l'accès ou pas aux utilisateurs. Forcément, il y a une partie de l'approche qui est différente. Malgré tout, au sein de nos équipes, il y a quand même pas mal de partages qui sont faits sur certaines méthodos, les rituels, du coup, on essaye un peu, en tout cas, d'encourager cette animation de filière produit au sein des équipes. Et c'est ce qui fait grandir tout le monde aussi, parce que voilà, on est plutôt pas trop mal, comme le disait Amina, mais on sait qu'on a encore des pistes d'amélioration et on est sur des équipes qui sont très curieuses aussi, qui se nourrissent pas mal de ce qu'ils peuvent voir à l'extérieur. Et du coup, on essaie de favoriser en tout cas les échanges. Et même en termes d'employabilité, je dirais que pour eux, en termes de move en interne, c'est aussi intéressant de savoir comment les uns et les autres fonctionnent, parce qu'on n'est pas, voilà, ça fait partie aussi des moves possibles au sein des équipes. Et en termes d'employabilité à l'externe aussi, de pouvoir se dire j'ai évolué sur du product, j'ai opéré, ça fait partie des profils qui, je pense, sont assez recherchés. Et dans des équipes produits, on a un volet assez tech. Enfin, les profils sont très, on n'a pas de direction tech, CTO qui gère la tech. Enfin, c'est vraiment complètement intégré aux équipes produits. Et donc, ces dernières années, on essaye de construire des briques très mutualisées. Tu vois, on s'est lancé, on a fait la dernière refonte qu'on a faite sur le shopping nous a amené à nous dire qu'il fallait qu'on bascule sur AWS, sur le cloud. Bah voilà, on a lancé le mouvement, les équipes de Caroline ont suivi. On a eu des sujets de tiens, il faut qu'on réfléchisse à un nouveau CMS, qu'on allait plutôt faire du headless. On a fait un benchmark, Clack, Directus. C'est pareil, on va dire tous les fronts sont en train de suivre le même pas. Après, ça peut être aussi il y a les méthodologies produits, mais tu as aussi pas mal de méthodologies tech où voilà, t'as souvent une équipe qui démarre sur quelque chose et qui dit tiens, en fait, regardez, ça marche plutôt bien et tout le monde suit le mouvement parce qu'on a aussi vocation à harmoniser toutes les pratiques tech et aujourd'hui elles sont pas mal portées mine de rien par les products. Et voilà, sans l'organisation by the book, c'est porté par les products, c'est porté par la volonté en interne de tout le monde d'aller vers cette mutualisation et cette rationalisation des stacks techniques. Super. Et du coup, à contrario, est-ce qu'il y a une place ou est-ce qu'il y a un intérêt à la spécialisation? Parce que vous avez différentes typologies de produits. On parlait de e-commerce, on parlait d'app mobile, on parlait de CRM. Il y a des briques dans le e-commerce, parfois assez spécifiques. Est-ce que du coup, vous essayez plutôt d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices, voilà, qui soient plutôt généralistes, ou est-ce qu'il y a une approche aussi de spécialiser certaines personnes pour aller de manière très profonde dans un produit qui aurait ses spécificités, ou ça n'a pas lieu d'être forcément, selon vous? Moi, j'ai une approche plutôt une approche généraliste, je dirais. J'ai pas vocation à spécialiser tel ou tel profil en fonction du produit. Je vois même un risque de nous enfermer et même de les enfermer sur une expertise où aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y ait nécessité d'avoir une vraie expertise sur le produit. En fait, notre secteur, en tout cas notre produit, le produit Club Med, je pense qu'il est plutôt simple et qu'il ne nécessite pas forcément d'être hyper pointu. Enfin, tu vois, on n'est pas dans le secteur bancaire où, faut vraiment être assez pointu sur la réglementation, etc. Enfin, thank God, on n'a pas forcément ce type d'hyper spécialisation sur le secteur, je dirais. De manière assez, t'as des gens qui sont passés d'un produit à l'autre sans que ce soit, sans que la montée en compétence initiale, elle soit particulièrement painful. Et en fait, j'arrive même pas à voir à quel moment ça serait bénéfique d'avoir quelqu'un qui soit spécialisé dans quelque chose en particulier, parce qu'en fait, ça n'a pas trop lieu d'être. Ok, intéressant. Intéressant. Et du coup, après, parce que souvent, j'imagine que chez Club Med, il doit bien y avoir plein d'innovations sur le physique et sur le produit de resort. Mais si on prend le numérique, c'est souvent aussi un vecteur d'innovation, de nouvelles tendances, etc. Comment vous appréhendez les innovations? Alors, j'imagine, on se disait, à tendance technologique, ou pas, où il peut y avoir aussi des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques. Et comment vous les opérez? Est-ce qu'il y a quelques exemples que vous avez envie d'évoquer là-dessus?
Sur l'IA, on a commencé à adresser les sujets parce que on voit bien que ça va bouleverser les codes, que ce soit côté collaborateur ou côté client. Donc côté client, on a pas mal commencé à avancer sur le sujet dans le cadre de notre canal de WhatsApp, où on est venu se dire qu'on devait répondre à un enjeu côté client qui était il y a trop de demandes très simples qui prennent beaucoup de temps à nos équipes en agence ou en contact center, et il fallait trouver des solutions pour automatiser et pour driver le self-care des clients voire même à booker. On a lancé un AI Sales Agent d'abord au Brésil sur WhatsApp qui a vocation à répondre à de l'information produit et à pouvoir générer des devis sur simple demande en langage naturel. Je suis une famille, j'ai 2 enfants, je partirai à Punta Cana au mois d'août. Le bot enregistre la demande et est capable de sortir une proposition tarifaire en quelques secondes. Ce qui permet ensuite au client, s'il a les informations dont il a besoin, de finaliser son parcours tout seul sur le site. Ça a été un premier cas d'usage qui a fait ses preuves. On est live dans 10 marchés à la fin du mois. Et on veut accélérer sur cette partie client. Mais je pense aussi à l'IA côté collaborateur. On se rend bien compte que quand on parle de produits, de développement, c'est des choses auxquelles on va devoir s'intéresser assez rapidement. Et du coup, il y a des initiatives qui commencent à être faites sur le sujet pour voir dans quelle mesure l'IA peut apporter un gain en termes de time to market, parce que ça aide à faire des tâches de code assez simples, ça aide à la documentation. Peut-être les tâches sur lesquelles les développeurs ont un peu moins d'affinité, ou est-ce que ça nous aide en termes de qualité? Est-ce que finalement on a un code qui est de meilleure qualité et dans ce cas-là, on est sur des process où on a moins de bugs, moins de régression, et c'est ce qu'on cherche aussi à avoir depuis quelques années, d'être beaucoup plus sur une démarche focus qualité et robustesse. Donc forcément, ça vient un peu bousculer les codes. Et peut-être pour venir du coup sur l'approche face à l'innovation, donc nous au Codir, on a une veille, on est en veille on a ce rôle-là d'être en veille sur les nouvelles technos qu'on regarde chaque année, notamment lors de notre plan stratégique. Donc il y a celles où on passe notre tour, par exemple comme le métaverse, ou celles... mais du coup, ça a donné lieu. Voilà, on a regardé, on a eu une étude pour on l'a regardé, voilà. Quelles étaient les opportunités pour le Clamed, et pour le coup là, ça faisait longtemps que, l'IA quand l'IA a commencé à exploser, on l'a regardé avec assez d'attention, mais en fait on n'a pas hésité longtemps. On s'est dit il faut qu'on y aille. Pourquoi? Parce qu'en fait ça peut nous... Il y a des opportunités, Caro vient de... Il y a des opportunités sur vraiment beaucoup de nos piliers stratégiques. La techno, même si ça nous a tous un peu explosé à la tête, à un même moment, en vrai, elle est quand même assez mature depuis plusieurs années. Et surtout, nous, on était data ready. Ça faisait quelques années qu'on avait investi dans notre infrastructure data et on était prêt assez facilement d'aller se brancher sur des cas d'usage. Donc, je pense que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas saisi, en tout cas côté Clamed, une innovation techno, de cette manière-là, et ça a même donné lieu à un hackathon l'année dernière. En tout cas, c'est une innovation qui nous a remis dans une approche d'innovation qui est assez intéressante, mais des fois on passe notre tour. Ça, c'est intéressant effectivement de délaisser et de conserver et d'appréhender, de prioriser. Il faut s'imposer ses propres règles. On veut être dans les premiers, en tout cas, à avoir démontré l'intérêt, mais sans y aller à toute vitesse. On n'y va pas n'importe comment. On a choisi nos combats, on a choisi nos cas d'usage, et en fonction de ce qu'on avait à disposition dans notre data factory. Ok, super intéressant. Et peut-être la question la plus dure pour la fin, mais pour rebondir sur le sujet de l'IA, souvent, comme vous l'évoquiez, c'est un peu mandatory d'être mature sur la data et l'approche data. Comment vous structurez et vous organisez cette approche data? C'est pas facile. On voit des organisations où ils ont une direction data qui appréhendent tous les sujets data. On voit d'autres organisations qui le gèrent en transverse, des organisations qui le gèrent en matriciel avec une direction data qui porte une vision derrière qui est opérée au sein des équipes produits digital plus classiques. Comment vous leur peut-être l'opérer aujourd'hui dans les grandes lignes, et et peut-être que c'est pas le modèle de demain, et comment demain ça pourrait s'opérer? Aujourd'hui, on a une direction data dédiée. Ça fait maintenant quelques années, même avant l'arrivée de l'IA. Et au sein de cette direction data, ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'il y a une équipe produit qui est dédiée vraiment aux équipes, une équipe produit et d'adoption qui est dédiée du coup à ces nouveaux produits data qu'on est en train de développer, et qui travaille étroitement avec soit les fronts, soit directement les métiers qui sont du coup consommateurs
consommateurs des produits data. Ouais. Et là, il y a toute une réflexion autour de la plateformisation du coup de ces produits pour les rendre du coup disponibles sur tous nos fronts, enfin, les fronts qui les demandent pour le coup d'être vraiment de se transformer en plateforme mise à disposition des différents fronts qui vont les consommer. Mais à côté de ça, il y a cette volonté aussi, au sens large, de démocratiser un peu la data chez Club Med. Donc, comment chacun s'approprie aussi la data dans son quotidien. Il y a eu des gros efforts faits avec toute la refonte de nos applications DataVis, avec un gros programme d'accompagnement pour se dire comment chacun peut s'approprier, créer ses propres dashboards, l'utiliser au quotidien sans repasser par le central ou par le régional pour avoir accès à des performances. Et un peu pareil sur l'IA, il y a tout un programme d'acculturation, de formation pour expliquer comment chacun doit appréhender l'IA dans son quotidien, quelle est la position de Club Med sur l'IA. Donc il y a beaucoup de liens en fait entre cette équipe data product et les métiers. Ok, super intéressant. Peut-être une dernière question. Du coup, il y a le digital, il y a la data, l'IA. Comment vous arrivez à embarquer peut-être les métiers, aussi à vulgariser? J'ai l'impression aussi que c'est une force et que vous en parliez, ça suit plutôt bien et il y a du jeu de ping-pong entre le business, les régions et vous. Voilà, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez mis en place qui fonctionnent là-dessus? Je trouve que nous, en tout cas, l'approche produit, elle a beaucoup aidé les marchés à changer leur mindset vis-à-vis des équipes produits digitales. En fait, le fait de se sentir écouté, que les product managers soient vraiment dans une démarche d'écoute, de je comprends, je vois les problèmes et on va identifier des solutions. Enfin, on a créé une relation de confiance en fait qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un win-win pour l'ensemble des équipes où très dans la co-construction, côté B2B, on fonctionne beaucoup avec un système de pilote où on a pas mal d'ambassadeurs ou de key users qui vont nous aider à valider telle ou telle fonctionnalité. Donc, on a vraiment su créer une relation de confiance en tout cas. Et après, avec moi, un change qui est très fort. J'ai une équipe change dédiée. Parce que quand on parle aux utilisateurs finaux et encore plus sur des populations commerciales, il y a un gros effort à mener de sensibilisation, d'accompagnement, de formation, d'explication sur le fait que l'outil va s'intégrer dans leur quotidien, dans leur mode de travail et c'est pas de la fonctionnalité pour de la fonctionnalité. Et pour le coup, ça a été, je pense, une courbe d'apprentissage assez forte au Club Med, de petit à petit de mettre vraiment les bons efforts sur le change, de jamais le négliger. Et maintenant, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, tout coup qu'on déploie une nouvelle solution, quelle que soit la population, le change, c'est quelque chose qui est même pensé en amont, et ça, je pense, ça a complètement changé la manière, de l'appropriation. Ça peut sembler assez porte ouverte ce qu'on raconte, mais en fait, c'est tellement important et des fois, ça arrive en bout de course que. Ouais. Mais vous serez surprise du peu de boîtes qui investissent dans le change. Hein. En général, c'est la dernière roue du carrosse, alors que c'est super important. Ok, chouette. Peut-être un petit mot, un dernier mot pour la fin, un message à faire passer. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ouais. D'avoir pu partager ce moment avec toi. De même, moi, je suis ravi. Merci beaucoup. Et j'imagine que si on a des questions ou personnes qui nous écoutent ont des questions, elles peuvent vous contacter facilement. Avec plaisir. Bon, top. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!